Le 31 décembre 2019, à 17h30, Momo, un rappeur en pleine ascension, est victime d'une fusillade alors qu'il se trouve avec ses 2 filles chez lui. Quelques heures plus tôt, sa femme, Monique, agent immobilier, avait quitté la maison pour honorer une dernière visite avant cette soirée de réveillon. Malheureusement, cette dernière journée, qui pour beaucoup est un jour de fête, va tragiquement virer au cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire complètement folle mêle rivalité, jalousie, argent et honneur. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Pour Monique, cette fin d'année 2019 se terminait à merveille. Elle avait hâte d'entamer la nouvelle année qui se voulait pleine de promesses. C'est à Minneapolis que vivait Monique depuis sa naissance le 17 octobre 1991. À 28 ans, la jeune femme était comblée de bonheur. Elle vivait une belle histoire avec son premier amour, John Mitchell, qu'elle avait rencontré alors qu'elle était très jeune, à seulement 16 ans. C'est avec lui qu'elle avait grandi, qu'elle était devenue une femme et une mère accomplie. Ensemble depuis 12 ans, le couple en avait passé des étapes. Ils avaient 2 jolies petites filles, Gisèle qui avait 3 ans et Léana qui avait rejoint la famille au début de l'année, elle allait avoir 1 an. Originaire d'un quartier modeste, son mari John Mitchell, plus connu sous son nom d'artiste Momo, avait une passion pour le rap. Il y travaillait depuis des années dans l'espoir de percer. Depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois, sa popularité augmentait et il touchait son rêve du doigt. Il commençait à être reconnu comme un artiste talentueux dans le milieu. Il avait fait quelques collaborations avec d'autres célèbres rappeurs et il avait même rencontré 50 Cent, l'un de ses modèles, en mai 2019. Il commençait à bien gagner sa vie grâce à la musique et il venait de signer un nouveau contrat avec une maison de disques. Monique était fière de son mari, de sa réussite, de leur réussite, de ce qu'ils avaient réussi à construire ensemble. Elle aussi était épanouie dans son travail, elle travaillait en tant qu'agent immobilier et depuis 1 an et demi, elle travaillait dans la même agence. Monique était une fille gentille, elle s'était bien intégrée dans cette nouvelle équipe, elle était ambitieuse, elle mettait un point d'honneur à satisfaire ses clients et ses collègues de travail l'appréciaient pour son sérieux et sa générosité. Mais le plus important pour elle, au-delà de sa réussite professionnelle, c'était sa famille et ses enfants. Elle adorait ce rôle de mère, elle était très proche de ses 2 petites filles, elle faisait tout son possible pour arriver à concilier sa vie de femme et sa vie de mère de famille. D'ailleurs, elle y arrivait plutôt bien. Le 31 décembre 2019, Monique était un petit peu contrariée. À quelques heures du réveillon de la nouvelle année, il lui restait une dernière visite à faire avant de pouvoir profiter de cette soirée de fête. 2 jours auparavant, elle avait reçu directement sur son téléphone portable un message d'une personne qu'elle ne connaissait pas et qui voulait absolument visiter l'une des maisons dont elle s'occupait. La personne s'était présentée comme une certaine Lisa Powolski. Elle avait l'air très motivée et même plutôt pressée car alors que Monique ne pouvait pas lui répondre parce qu'elle faisait une visite, elle avait tenté de la joindre plusieurs fois sur son téléphone, elle lui avait même laissé un message. Comme à son habitude, Monique l'avait recontactée et elle lui avait proposé pour la satisfaire d'organiser une visite au plus vite le lendemain en fin de matinée, donc le 30 décembre. Mais le lendemain, alors qu'elle attendait sa cliente pour la visite, cette dernière l'avait recontactée en lui disant qu'elle avait un empêchement et qu'elle ne pourrait pas être là. Monique était un peu embêtée, d'autant plus que le réveillon de fin d'année approchait et pour l'arranger, elle lui proposa alors de reporter la visite au lendemain, le 31 décembre, ce qu'elle accepta. Elles se donnèrent donc rendez-vous le jour suivant à 15h pour la visite. Elle espérait, étant donné que Lisa avait l'air très motivée, régler au plus vite cette dernière transaction de l'année avant de fêter cela. Ce jour-là, elle quitta donc la maison à 14h30, embrassant son mari et ses filles et leur promettant de revenir au plus tôt. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu. Vers 17h30, alors que Momo était tranquillement dans son salon avec sa fille de 3 ans qui faisait la sieste sur le canapé pendant que la plus petite dormait dans sa chambre à l'étage, il entendit la clé tourner dans la serrure. Il pensa alors que Monique était de retour de sa visite.
Mais avant qu'il ne réalise quoi que ce soit, un homme armé fit irruption dans la maison et se mit à tirer plusieurs coups de feu dans sa direction. Totalement paniqué et pris par surprise, Momo réussit à prendre la fuite en montant à l'étage où se trouvait la petite dernière. Malheureusement, il était touché, il avait pris plusieurs balles et il se mit à crier « Mes bébés sont ici !» dans une tentative d'émouvoir un peu le tireur. Mais l'attaquant était déjà reparti. Gravement blessé et sous le choc, Momo réussit à appeler le 911 pour leur signaler qu'il venait d'être victime d'une fusillade. La police et les secours ne tardèrent pas à arriver, ils retrouvèrent Momo dans sa chambre, il saignait abondamment, il était avec ses 2 filles qui par miracle n'étaient pas blessées. Il fut immédiatement pris en charge par les secours qui le conduisirent à l'hôpital le plus proche. Chaque seconde comptait, il avait plusieurs blessures par balle, au bras, à la jambe et à la poitrine. Mais avant de partir, il trouva la force de donner quelques informations aux policiers. Il leur dit qu'un homme était entré chez lui avec la clé, il portait un masque noir avec un seul trou au niveau des yeux et il lui avait tiré dessus. Lorsque les enquêteurs lui demandèrent où se trouvait sa femme, la mère des fillettes, il leur apprit qu'elle était partie 2 heures auparavant pour une visite et qu'elle n'allait vraisemblablement pas tarder à revenir. Alors qu'il était pris en charge par les secours, les enquêteurs procédèrent aux premières constatations. Effectivement, près de la porte d'entrée, ils retrouvèrent la clé ainsi que plusieurs douilles de calibre 45. Ils se demandèrent alors immédiatement comment le tireur avait-il pu se procurer la clé. L'enquête de voisinage commença également, l'objectif était d'essayer de trouver des témoins, des indices permettant d'identifier le tireur. Plusieurs voisins leur indiquèrent que, juste avant la fusillade, ils avaient aperçu une camionnette Uol dans le quartier. À présent, les policiers cherchaient à joindre Monique pour la prévenir du terrible drame qui s'était passé, mais Monique était injoignable, elle ne répondait pas au téléphone. Rapidement, ils apprirent qu'elle avait une visite à 15 heures et ils partirent immédiatement sur les lieux. En arrivant, ils trouvèrent la BMW noire de Monique garée devant la maison, mais aucune trace de la jeune femme. À l'intérieur de la maison, il semblait y avoir eu une lutte. Ils retrouvèrent un ongle rose arraché. Ils firent alors le tour du voisinage pour voir si quelqu'un avait vu quelque chose et c'est ainsi qu'ils apprirent que l'un des voisins avait une caméra de surveillance orientée dans l'allée. En visionnant les images, ils constatèrent que Monique était bien arrivée vers 15 heures. Après avoir stationné sa voiture, elle était entrée dans la maison. Quelques minutes plus tard, une camionnette U-Haul arriva. Elle remonta l'allée en marche arrière pour se garer juste devant le garage de la maison. 2 hommes, impossibles à identifier sur les images, sortirent alors de la camionnette et rentrèrent dans la maison. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux revint pour ouvrir les portes arrière et les enquêteurs découvrirent qu'ils forcèrent alors Monique, sous la menace d'une arme, à monter avec eux, puis ils repartirent. La jeune mère avait donc été enlevée. Parallèlement, un peu plus d'1 heure après la fusillade, à 18h38, la police reçut une alerte de l'autre côté de la ville. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'aux États-Unis, de plus en plus de villes s'équipent de détecteurs de coups de feu et l'un d'entre eux venait de lancer une alerte dans une petite impasse. Une équipe de police se rendit alors immédiatement sur place et là, ils découvrirent une femme allongée sur le sol, elle avait les 2 mains attachées par du ruban adhésif et elle était victime de 3 blessures par balle, elle ne bougeait plus. La jeune femme était dans un état grave, mais elle était encore vivante. Elle fut très rapidement prise en charge par les secours qui la conduisirent à l'hôpital le plus proche. Mais malheureusement, elle décéda peu après son arrivée. Sur la scène du crime, les enquêteurs découvrirent près du corps de la jeune femme, là encore, des douilles de calibre 45. Ils ne mirent pas bien longtemps pour faire le lien avec la fusillade dont Momo avait été victime 1 heure auparavant et la disparition de sa femme Monique. Ils comprirent alors que les clés utilisées pour entrer dans la maison étaient les siennes. Un peu plus tard, l'autopsie révéla que la jeune mère de famille avait sur tout le corps des bleus, des égratignures et plusieurs dents ébréchées. Elle avait aussi perdu plusieurs ongles et elle avait été victime de 3 blessures par arme à feu, une dans la tête, 2 dans le corps, dont une ayant touché le cœur et l'autre la colonne vertébrale. De toute évidence, la pauvre Monique avait vécu un véritable enfer, elle avait été torturée puis exécutée avant d'être abandonnée comme un animal sur le bord de la route. Mais que s'était-il passé ?
L'enquête de voisinage, là encore, révéla la présence d'une camionnette UHOL dans le quartier. Heureusement, grâce aux images de surveillance prises dans l'allée de la maison où Monique avait été enlevée, les enquêteurs avaient une immatriculation en Arizona. En contactant l'entreprise, ils n'eurent aucun mal à retrouver la fameuse camionnette qui venait tout juste de revenir de location. Elle fut passée au peigne fin. À l'intérieur, ils retrouvèrent plusieurs ongles roses arrachés, identiques à celui retrouvé dans la maison, ainsi que des attaches zippées. De plus, la voiture sentait fort l'ammoniac. Grâce au contrat de location, ils avaient à présent le nom des 2 loueurs. Ces derniers furent interrogés et ils ne tardèrent pas à avouer qu'ils avaient loué la camionnette pour un certain Cédric Berry en échange d'héroïne. La nouvelle de la tragédie commençait à se répandre dans les médias, tout le monde était sous le choc. Qu'était-il arrivé au rappeur Momo ainsi qu'à sa femme? Momo, lui, était sous le choc de la mort de Monique, il venait de subir une lourde intervention et il se remettait doucement de ses blessures. Désormais, les enquêteurs avaient un suspect, Cédric Berry. L'homme, âgé de 40 ans, n'était pas inconnu des services de police, condamné plusieurs fois notamment pour vol, voies de fait et trafic de drogue. En 2002, il avait même été reconnu coupable d'homicide involontaire. Les liens entre certains rappeurs et certains délinquants incitèrent les enquêteurs à penser que Momo était la cible de cette attaque et sa femme, une victime collatérale. D'autant plus qu'en 2018, Momo avait été reconnu coupable de possession de drogue. Y avait-il une rivalité entre les 2 hommes sur fond de trafic de drogue? Ils se rendirent donc à son chevet pour savoir ce qu'il en était, s'il connaissait Cédric Berry. Mais Momo était formel, il ne trempait dans aucune affaire de drogue, il ne connaissait pas cet homme, il ne l'avait jamais vu. La seule chose qu'il savait, c'est que sa femme avait été contactée par une potentielle cliente qui souhaitait visiter l'une des maisons dont elle s'occupait. Mais alors, qui lui voulait du mal? Ces derniers temps, il avait posté plusieurs photos de lui sur les réseaux sur lesquels il exhibait de grosses quantités de billets. Avait-il ainsi attisé des convoitises ou de la jalousie? Lui ne voyait qu'une seule personne capable de lui faire du mal, un ancien ami à lui avec lequel il s'était brouillé pour une histoire de contrat musical, un certain Lyndon Hakim Wiggins. Les policiers avaient à présent 2 potentiels suspects, Cédric Berry, l'homme qui avait fait louer la voiture, et Lyndon Wiggins, désigné par Momo comme le seul, à sa connaissance, lui voulant du mal. En questionnant leurs indices et en faisant marcher leur réseau, ils apprirent assez rapidement qu'effectivement, un contrat avait été placé sur la tête de Momo par son ancien collaborateur. Il leur fallait maintenant des preuves pour le confondre. Concernant Cédric, ils avaient trouvé ses empreintes sur le ruban adhésif ayant servi à attacher les mains de Monique. De plus, ils avaient également réussi à trouver l'ADN de son beau-frère, le frère de sa femme, lui aussi connu des services de police, sur le levier de vitesse de la camionnette. Le 2 janvier 2020, Cédric Berry, l'un des 2 principaux suspects, fut donc arrêté, il était dans sa voiture. À l'intérieur de celle-ci, ils trouvèrent 2 talkie-walkie, 13 sachets d'héroïne, du ruban adhésif et un masque de ski noir avec un seul trou pour les yeux comme celui que portait le tireur selon Momo. Il fut immédiatement placé en détention. Mais son beau-frère, Berry Davis, lui était introuvable, un mandat d'arrêt fut alors émis contre lui. De toute évidence, plusieurs personnes étaient impliquées dans ce drame. La femme de Cédric Berry, Chantée Berry, la sœur de Davis Berry, fut elle aussi arrêtée. Elle était accusée d'avoir aidé et encouragé cette attaque. Il fut d'ailleurs prouvé que c'est elle qui avait conduit son mari pour aller récupérer le camion UHOL. Et après l'attaque, elle était aussi allée le chercher pour le ramener à la maison. Mais ce n'était pas elle qui avait attiré Monique pour cette terrible visite. Cédric Berry et sa femme refusèrent tous les 2 de collaborer avec la police. Ils gardèrent le silence. La cavale de Berry Davis dura 4 mois. Il fut finalement arrêté dans l'Illinois et placé immédiatement en détention. Les policiers avaient à présent mis la main sur les exécutants de ce terrible drame, Cédric et Berry, mais il fallait trouver qui était le commanditaire et quel était le mobile. Momo les avait mis sur la piste d'un ancien ami à lui, Lyndon Wiggins. Lyndon n'était pas un enfant de cœur, il était connu pour être musicien et trafiquant de drogue. Il avait créé un label, Black Bag LA, et avait signé Momo sur son label.
Les deux hommes avaient sympathisé et Monique et Momo connaissaient bien Lyndon. D'ailleurs, Lyndon, selon certains, n'était pas indifférent au charme de Monique. Mais en cette année 2019, Momo avait quitté le label pour signer dans une autre maison de disques, ce que Lyndon n'avait pas du tout apprécié, et c'est de là qu'était parti le conflit. Momo savait que Lyndon était un homme dangereux. D'ailleurs, juste après son départ et sa brouille avec lui, par précaution, il avait demandé à Monique de partir quelques jours se réfugier avec les filles chez sa mère. Pendant ce temps-là, il en avait profité pour changer d'appartement et de quartier. Il devait sûrement penser qu'ainsi Lyndon ne pourrait pas le retrouver si facilement. Mais Lyndon, lui, ne décolérait pas, il considérait que Momo l'avait trahi. D'autant plus que 2 mois avant le meurtre, la police avait fait une descente dans 2 propriétés qu'il utilisait pour son trafic de drogue. Il pensait que c'était Momo qui l'avait dénoncé, il décida donc de passer à l'action. Il fallait à présent trouver quelqu'un pour faire le sale boulot et c'est l'une de ses connaissances, Cédric Berry, qui accepta de le faire. Alors je ne sais pas pour combien d'argent il a accepté ce contrat, j'ai pas trouvé cette info, mais il a réussi à convaincre son beau-frère Berry Davis de l'aider dans cette sale besogne. Il ne savait pas où se trouvait Momo, mais il savait que sa femme Monique travaillait dans une agence immobilière et c'est par elle qu'ils allaient passer. Il fallait donc dans un premier temps l'attirer dans un piège, et quoi de mieux que de se faire passer pour un potentiel client afin de l'attirer dans un guet-apens. Le 29 décembre, Cédric Berry se rendit donc dans un magasin pour acheter un téléphone portable qu'il enregistra sous un faux nom. Puis, avec son frère et Lyndon, ils se rendirent chez la petite amie de ce dernier, Elsa Segura. La jeune femme de 28 ans était agent de probation. Ils lui donnèrent l'instruction de contacter Monique en se faisant passer pour une certaine Lisa Powalski. Ils lui remirent une feuille avec une liste de maisons. Elle devait organiser une fausse visite, mais elle devait être prudente et ne pas appeler près de chez elle pour éviter que plus tard l'appel soit localisé chez elle par la police. De plus, il fallait qu'elle brûle ensuite le papier pour effacer toute trace. Elsa tenta alors de joindre plusieurs fois Monique, mais elle ne répondait pas. Elle lui laissa alors un message sur sa boîte vocale. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, Monique l'a ensuite rappelée et toutes les deux ont convenu d'un rendez-vous le lendemain en début de matinée. Mais le lendemain matin, Monique n'était pas seule, elle était avec l'un de ses collègues de travail. Berry et Cédric étaient cachés en embuscade et lorsqu'ils constatèrent qu'elle était accompagnée, ils ne passèrent pas à l'action. C'est pourquoi la fameuse Lisa avait annulé la visite, souvenez-vous, en prétendant avoir un empêchement et en demandant une nouvelle visite au plus tôt. Le lendemain, malheureusement pour elle, Monique arriva seule pour la visite. Les deux hommes étaient encore là, cachés à proximité, et ils décidèrent alors de passer à l'action. Ils remontèrent donc l'allée en marche arrière afin que le coffre soit le plus près possible de la porte d'entrée pour pouvoir enlever Monique sans se faire remarquer. Ce qu'ils firent, mais Monique ne se laissa pas faire et dans la bataille, elle perdit un ongle. Dans la camionnette, alors que Berry conduisait, Cédric tentait de la faire parler, il voulait savoir où se trouvait Momo. Mais la jeune maman, qui savait que ses filles étaient à la maison, refusa de parler. Elle avait bien trop peur de ce qui pourrait se passer. Pendant 3 heures, ils la torturèrent pour obtenir la fameuse information et lorsqu'ils réussirent à obtenir ce qu'ils voulaient, ils récupérèrent les clés de Monique dans son sac et se rendirent à son domicile. Là, l'un d'entre eux utilisa la clé pour pénétrer par surprise dans la maison et il tira sur Momo qui réussit heureusement à s'en sortir. Puis, les deux hommes prirent la fuite avec Monique, toujours à l'arrière du fourgon. Ils se rendirent dans une ruelle sombre de l'autre côté de la ville où, froidement, ils la firent sortir de la camionnette et l'abattirent sans aucun scrupule alors que c'était une jeune mère innocente. Lyndon pensait avoir été trahi, mais en réalité ce n'était pas Momo qui l'avait dénoncé. Depuis quelques mois, il était, sans le savoir, au cœur d'une grosse enquête impliquant la police et le FBI. C'est pourquoi ils avaient fouillé ces 2 propriétés lui servant de cache. Ils avaient retrouvé de la drogue, de l'argent liquide et des armes. Mais Lyndon n'avait pas été arrêté, sans doute cherchait-il plus de preuves. Le 21 juillet 2020, il fut finalement arrêté chez lui, sa voiture et sa maison furent fouillées et la police trouva plus de 30 000 pilules de fentanyl, 21 000 $ en liquide ainsi qu'une arme.
Sa petite amie Elsa Segura fut elle aussi arrêtée. La police avait le message laissé par la supposée Elsa Pawlowski. Les anciens collègues d'Elsa, agents eux aussi de probation, identifièrent formellement sa voix sur les enregistrements. En juin 2021, le procès de Berry Davis et son beau-frère Cédric Berry s'ouvrit. Tous deux plaidèrent non coupables aux 3 chefs d'accusation, enlèvement, tentative de meurtre au premier degré et meurtre au premier degré. Ils continuaient à clamer leur innocence. Mais le 12 juillet 2021, la sentence tomba. Tous deux furent reconnus coupables d'avoir enlevé et tué Monique. Pour cela, ils furent condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À cela, il faut rajouter 13 ans de prison supplémentaire pour l'enlèvement. Les parents de Monique s'adressèrent au tribunal racontant la douleur d'avoir perdu leur fille. Les 2 coupables, eux, ne se démontèrent pas, ils firent les déclarations suivantes. Cédric dit « Mes condoléances à la famille Beau, je déteste que vous ayez dû traverser cela et je prierai toujours pour que la vérité sorte. » Et Davis, son beau-frère, ajouta « Madame Beau, j'espère qu'elle sera soulagée. Aujourd'hui, elle ne peut pas l'être car justice n'a pas été rendue. » Tous les 2 ont également été reconnus coupables de tentative de meurtre sur Momo et condamnés à 20 ans supplémentaires. En novembre 2021, le procès d'Elsa Segura, la petite amie de Lyndon, s'ouvrit. Avec Lyndon, ils se connaissaient depuis qu'ils avaient 18 ans, mais ils n'avaient entamé une relation que depuis 3 ans, une relation houleuse ponctuée des infidélités de Lyndon. Ses avocats, pour sa défense, vont alors raconter qu'elle était sous l'emprise de son petit ami. Elle était, selon eux, dans une forme de dépendance affective, acceptant de faire tout ce qu'il lui demandait. Pour sa défense, elle reconnaîtra qu'elle avait l'habitude de réserver pour lui des billets d'avion, des chambres d'hôtel et des Uber. Elle ne s'était donc pas méfiée lorsqu'il lui avait demandé d'organiser une visite avec Monique. Elle pensait alors qu'il recherchait une maison pour y cacher de la drogue. Elle raconta qu'il faisait pression sur elle, elle avait bien tenté de le quitter à plusieurs reprises, mais il ne voulait pas la laisser partir, il l'avait même une fois voulu l'étrangler. Elle raconta avoir extrêmement peur de lui. Quoi qu'il en soit, sa version ne réussit pas à convaincre les jurés. Elle fut reconnue coupable de complicité de meurtre et condamnée à la prison à perpétuité. Puis, ce fut au tour de Lyndon Wiggins, le commanditaire de ce drame. Il était à la fois poursuivi dans l'affaire de Monique et Momo, mais aussi pour trafic de drogue. Dans le cadre de notre affaire, il fut reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre et fut lui aussi condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans son affaire de drogue, il fut également reconnu coupable et condamné à 19 ans de prison. En octobre 2022, Chanté Davis a également été reconnue coupable d'avoir aidé au meurtre. Elle connaîtra sa sentence en janvier 2023. C'est vraiment une triste affaire qui s'est terminée tragiquement pour la pauvre Monique, mais qui aurait pu encore plus mal se finir. Momo, son mari, a survécu à ses blessures et heureusement, ses 2 fillettes n'ont pas été blessées. Je suis souvent sidérée par le peu d'importance que certaines personnes accordent à la vie humaine. Pour une histoire d'honneur, une pauvre mère de famille innocente a perdu la vie et ses 2 petites filles n'auront jamais la chance de grandir auprès de leur maman. Ces filles ont été traumatisées par l'attaque. Aujourd'hui, leurs grands-parents, les parents de Monique, tentent de combler au mieux ce terrible manque, mais c'est difficile. Gisèle, l'aînée, a confié à son grand-père vouloir mourir pour revoir sa maman. J'espère qu'elles réussiront à surmonter ce traumatisme. Cette histoire nous rappelle aussi de faire attention à nos fréquentations. Momo a toujours nié trafiquer de la drogue et c'est possible, mais lorsqu'il s'est en quelque sorte associé à Lyndon pour la musique, il s'est en réalité associé à un dangereux trafiquant, un délinquant. Alors même s'il pensait y trouver son compte pour réussir, il n'avait sûrement pas mesuré les conséquences en cas de conflit, de séparation. Pour sauver son honneur, Lyndon, qui se sentait doublement trahi, n'a pas hésité à se servir de Monique pour atteindre son rival et la malheureuse y a laissé la vie. Le plus triste, c'est que Momo ne l'avait absolument pas mouchardé à la police, il était sous surveillance policière bien avant cette descente. D'ailleurs, celle-ci n'était que le départ d'une opération de grande envergure menée conjointement avec le FBI. Son postulat de départ était donc faux. C'est assez effrayant, mais il arrive que des personnes, pour une raison ou une autre, ont tellement de rancœur, pas toujours légitime d'ailleurs, envers une autre personne, qu'ils font une fixation sur cette personne et tombent dans une sorte de paranoïa envers elle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire et si vous-même vous avez été déjà victime de la paranoïa de quelqu'un.
Je remercie tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Monique dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient énormément mon travail et la chaîne. D'autant plus qu'en ce moment, YouTube est de plus en plus sévère avec ce type de contenu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!